Anissa Jones était une des plus célèbres enfants stars de sa génération. L'adorable Fanfan de Cher Oncle Bill, une série téléculte des années 60. How do you do, Mr. Durante? How do you do? They're getting younger every minute. Dès que je l'ai vue, j'ai adoré cette petite fille, avec ses taches de rousseur, ses grands yeux et son merveilleux sourire. L'Amérique tout entière connaissait ses traits angéliques. Fanfan et Jackie formaient un couple extraordinairement populaire. Mais son heure de gloire ne dure pas. La série est déprogrammée après la 5e saison. Après Cher Oncle Bill, elle ne voulait plus entendre parler de l'industrie du spectacle. Mais vers 11h30, le matin du 28 août 1976, Anissa Jones est retrouvée morte dans la chambre d'une amie à Oceanside, en Californie. Elle n'avait que 18 ans. C'était une scène de crime. Personne n'a envisagé les choses comme ça. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute. L'autopsie n'a pas suffi à établir avec certitude la cause du décès. Depuis, les spéculations vont bon train sur les événements de cette nuit-là. Cette photo d'Anissa date apparemment de quelques jours avant sa mort. Elle ne donne pas l'impression d'être affaiblie ni malade. On ne dirait vraiment pas quelqu'un susceptible de mourir à un si jeune âge. Alors, que s'est-il passé dans son corps qui puisse expliquer une mort si soudaine ? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée internationale. Il dirige l'unité de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies permettant d'étudier et de définir les causes de la mort de nombreuses personnes. C'est le rapport d'autopsie d'Anissa Jones. Quand on sait comment le lire, on peut y trouver de multiples indices sur ce qui s'est passé dans les jours, les heures et les minutes qui ont précédé sa disparition prématurée. Ça va me permettre de déterminer la cause exacte de sa mort. 21 août 1976, une semaine avant sa mort. Anissa arrive dans la petite ville balnéaire d'Oceanside, en banlieue de San Diego. Elle a rencontré Helen Hennessy quelques jours plus tôt. Hélène était une fille pétillante, pleine de vie et pas prise de tête. Anissa a tout de suite accroché. Anissa est accompagnée de Butch Coven, un garçon de 17 ans avec qui elle sort depuis 15 jours. Cela fait 4 ans qu'elle n'a pas mis les pieds sur un plateau de tournage. Mais depuis qu'elle a eu accès aux 180 000 $ de cachet rapportés par Cher Oncle Bill 5 mois plus tôt, l'argent n'est plus un problème. Le jackpot débloqué par son 18e anniversaire représenterait aujourd'hui près de 800 000 $. Une petite fortune qui n'apaise pas les angoisses maternelles. Sa mère m'a invitée à la fête qu'elle avait organisée pour ses 18 ans. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux bien discuter avec Anissa ? Je crois qu'elle a de mauvaises fréquentations. » Malgré les craintes de sa mère, le rapport d'autopsie montre qu'Anissa était en bonne condition physique. Le médecin légiste décrit le corps embaumé d'une femme qui s'est nourrie sainement et qui apparemment était en bonne santé. Il n'y a aucune trace de coup, pas d'hématome, ni de lésion d'aucune sorte. Par contre, elle est très menue. Elle mesure à peine 1,46 m, moins d'1,50 m, et elle ne pèse que 37 kg. Le médecin légiste ajoute qu'à première vue, il lui aurait donné beaucoup moins que ses 18 ans. Mary Anissa Jones naît à West Lafayette, dans l'Indiana, le 11 mars 1958. John Jones et Paula Twill, ses parents, étudient tous les deux à l'université. Sa mère lui fait prendre des cours de danse dès l'âge de 3 ans.
À 6 ans, elle lui fait passer ses premiers castings publicitaires. C'était une de ces mères omniprésentes et très autoritaires. Elle veillait à ce que sa fille se comporte et fasse exactement ce qu'on attendait d'elle. Elle lui mettait le couteau sous la gorge, si j'ose dire, pour qu'elle soit toujours parfaite. À 8 ans, Anissa fait un essai pour une nouvelle série télévisée. Johnny Whittaker est choisi pour le rôle de son frère jumeau, Jackie. Quand Anissa et moi on est apparus à l'écran, le silence s'est fait. Tout le monde a dit « c'est eux ». On se ressemblait énormément. Et pendant 5 ans, ça a été magique. Cher Oncle Bill est diffusé pour la première fois à la télévision le lundi 12 septembre 1966. La série raconte les aventures de 3 enfants devenus orphelins après la mort tragique de leurs parents dans un accident d'avion et recueillis par un oncle très riche et son maître d'hôtel à Manhattan. Notre série était une des premières à mettre en scène une famille différente. Au lieu d'avoir le papa, la maman et 2 ou 3 gamins, on avait un oncle célibataire et une nounou, comme on dirait aujourd'hui. Intitulé Fanfan, le premier épisode exploite sans complexe le charme enfantin d'Anissa pour faire vibrer la corde sensible. Kathy Garver joue Cécile, sa sœur de 15 ans. Anissa n'était pas comme ses enfants, toujours en représentation. Vous voulez que je vous raconte une blague? Que je vous chante une chanson? Que je fasse une danse? Elle était un peu timide. C'est un véritable triomphe. Chaque semaine, ils sont jusqu'à 34 millions d'Américains devant leur poste de télévision pour prendre leur dose hebdomadaire de Fanfan et de son cher oncle Bill. La série a connu un succès phénoménal, en grande partie grâce à Anissa. Elle était l'incarnation même de l'innocence, du charme et de l'amour. En 1967, la popularité d'Anissa est telle qu'elle est choisie pour présenter les Emmy Awards et vole la vedette au célèbre comique Jimmy Durante. How do you do, Mr. Durante? How do you do? They're getting younger every minute. Tell me something, Anissa. What do we do now? I think we're supposed to read the nominees. Me? No, ladies first. For Outstanding Comedy Series, Award to Producer. Du haut de ses 9 ans, la petite fille livre une performance irréprochable. Elle avait mémorisé son texte, mais elle l'avait aussi compris. Si bien qu'elle répondait avec un naturel parfait. Anissa était une enfant extrêmement intelligente. « 22 août 1976, Carlsbad, Californie. 6 jours avant sa mort. Anissa traîne dans le premier skatepark de Californie. On était en train de faire du skate et de fumer des joints quand Helen Hennessy est arrivée avec un groupe d'amis, parmi lesquels Anissa Jones. Elle appréciait beaucoup les copains d'Hélène. Elle se sentait bien en Californie du Sud. À l'époque, Chris Caiface a 17 ans. Il est frappé par la fraîcheur d'Anissa. J'avais grandi avec cette série et elle était restée la même gamine menue, incroyablement jolie et pétillante, qui respirait la joie de vivre. Je sais d'expérience que l'une des causes possibles de décès soudain chez une personne si jeune et apparemment en bonne santé est une malformation cardiaque congénitale. Ça signifie qu'en cas d'effort intense, le cœur risque de lâcher sans prévenir. L'hypertension de l'enfant est un facteur de risque majeur. L'hypertension artérielle aussi. Et très souvent, elle est due au stress. Et la jeune Anissa a toutes les raisons d'être stressée. Son enfance est émaillée par les disputes incessantes de ses parents, qui finissent par divorcer 1 an avant qu'elle perce enfin dans le rôle de Fanfan. Elle parlait de son père de temps en temps. Mais quand il était question de sa famille, sa mère avait expressément interdit qu'on évoque le sujet.
Anissa adorait son père, mais elle ne le voyait presque jamais. Brian Keefe était devenu un père de substitution pour elle. Il y avait beaucoup d'affection entre eux. Après avoir écarté son ex-mari, Paula prend le contrôle de la vie de sa fille. Paula régentait la vie d'Anissa jusque dans le moindre détail. J'ai moi-même été témoin de cette façon qu'elle avait de la contrôler et de la manipuler. Un jour, Anissa s'est cassé une jambe. Elle s'est mise à pleurer et sa mère lui a dit « Arrête de pleurer et remets-toi au travail ». C'était Anissa qui subvenait à leurs besoins. Tout le monde le savait, et ce n'était un secret pour personne. Elle la traitait comme une vache à lait. L'amour parental est censé être inconditionnel. Alors, quand l'enfant devient le gagne-pain de ses parents, il s'interroge « Est-ce que mes parents m'aimeront encore si je ne gagne plus d'argent ?» C'est une responsabilité trop lourde à porter pour un enfant. Mais Paula n'est pas la seule à exploiter le succès de sa fille. Anissa avait un emploi du temps très chargé. Après sa journée de travail, elle avait 3 heures d'école. Ensuite, le week-end, elle partait faire de la promotion pour le studio. Et à son retour, le lundi matin, elle devait connaître son texte et être en forme pour une nouvelle semaine. La petite fille a du mal à supporter ce rythme effréné. Je sais que le fait d'être une enfant star rendait Anissa malheureuse. Moi, j'ai adoré chaque moment de cette vie. Mais elle n'aimait pas ça du tout. Le rapport d'autopsie m'indique que son cœur pesait 280 grammes, ce qui est tout à fait normal. On ne relève aucune anomalie des vaisseaux sanguins, ni des valves pulmonaires susceptibles d'avoir provoqué un arrêt du cœur. Donc, je peux éliminer la malformation congénitale. 23 août 1976, Playa del Rey, Californie. 5 jours avant sa mort. Anissa rentre chez elle avec son petit ami Butch et son frère cadet Paul. Chris Caiffes, l'adolescent qu'elle a rencontré la veille au skatepark, est également du voyage. Je ne savais pas exactement pourquoi il fallait qu'on passe chez elle. Apparemment, ils avaient quelque chose à récupérer. J'imagine que c'était de la drogue ou de l'argent. D'après les enquêteurs, elle était revenue à Los Angeles pour payer des factures. Mais le rapport d'autopsie suggère un autre genre d'urgence. Les analyses toxicologiques montrent la présence de méthaqualone dans son sang et ses urines. La méthaqualone est un dépresseur qui augmente l'activité du neurotransmetteur acide gamma-aminobutyrique sur le cerveau et le système nerveux. Quand cette activité augmente, la tension artérielle chute, tandis que la fréquence respiratoire et le rythme cardiaque ralentissent, induisant un état de profonde détente. Vendu dans les années 60 sous le nom de Quaalude, ce sédatif très populaire était prescrit contre l'anxiété chronique. Les problèmes d'anxiété d'Anissa ont peut-être commencé au début des années 70. À l'époque, elle approche de la puberté, mais les producteurs de Cher Oncle Bill refusent de faire grandir le personnage de Fanfan. Dans la dernière saison, j'avais 11 ans et elle en avait presque 13. Elle commençait déjà à avoir des formes et il lui bandait le torse pour que ça ne se voit pas. Elle continuait à se promener avec sa poupée et ses couettes. Elle voulait être une adolescente, laisser pousser ses cheveux, mais elle devait rester Fanfan. Elle avait le sentiment qu'on ne l'autorisait pas à grandir, ni à être elle-même. Elle devait rester telle qu'elle était quelques années auparavant. C'est terrible d'infliger ça à un enfant, et à un être humain en général. En juin 1970, à 12 ans, Anissa décide de mettre un terme à sa carrière. Elle explique aux journalistes que les stars de cinéma finissent toutes par craquer. Et elle ajoute « Je ne veux pas craquer ».
C'est un choix mûrement réfléchi, pas un coup de tête. C'est un appel à l'aide. Elle dit « Je ne peux pas rester ici parce que ça finira par me faire du mal ». La déprogrammation de Cher Oncle Bill 9 mois plus tard est donc un soulagement. Elle avait vraiment envie d'une vie normale. Et c'est apparu très clairement quand la série s'est arrêtée. Après Cher Oncle Bill, elle ne voulait plus entendre parler de l'industrie du spectacle. Mais le retour à la vie normale s'avère plus difficile que prévu. Prisonnière des innombrables rediffusions de la série, Anissa peine à se défaire du personnage de Fanfan une bonne fois pour toutes. Quand elle est retournée au lycée, ses camarades n'arrêtaient pas de la tourmenter. « Elle est où, ta petite poupée ?» Bien sûr, c'était blessant. Elle ne pouvait pas l'accepter. Malgré ses résultats brillants, elle ne supporte pas d'être constamment en butte aux moqueries. Au grand désespoir de sa mère, elle arrête le lycée. À 17 ans, un an avant sa mort, elle est embauchée comme vendeuse dans un magasin de donuts. Mais sa célébrité continue à la poursuivre. Le réveil a dû être brutal quand elle a comparé la vie qu'elle s'était imaginée à la réalité. Peut-être que son impuissance à se débarrasser du fantôme de Fanfan l'angoissait tellement qu'Anissa avait développé une dépendance à la méthaqualone. Et peut-être que ça a joué un rôle dans sa mort. Rien n'indique qu'on lui avait prescrit des quaaludes contre l'anxiété. Elle en faisait très probablement un usage récréatif. Le surdosage peut provoquer un arrêt brutal du système nerveux, puis le coma et la mort. Mais les analyses toxicologiques réalisées par le médecin légiste montrent que la concentration n'est pas suffisante pour avoir entraîné la mort. La véritable cause du décès reste inconnue. 25 août 1976, Carlsbad, Californie. 3 jours avant sa mort. Le petit ami d'Anissa la dépose chez Chris Caiffes. J'étais tout seul chez moi et ça m'a fait plaisir de la voir. Anissa s'attarde plusieurs heures et elle se confie à son nouvel ami. Ça ne se passait pas très bien avec son copain. Elle avait le sentiment d'être utilisée. Elle s'est vraiment confiée à moi ce jour-là. On a fumé quelques joints. Il y avait une bonne alchimie entre nous. On passait de super moments quand on était ensemble. Le rapport du médecin légiste indique qu'elle avait fumé de la marijuana le soir de sa mort. Quand on fume de la marijuana, on introduit le principe actif THC dans le sang via les poumons. Ça stimule des récepteurs du cerveau qui peuvent exacerber les sensations au niveau du goût, des couleurs et des sons. Ça amplifie votre humeur. À en croire les articles publiés par la presse locale après sa mort, Anissa fumait des joints tous les jours depuis son arrivée au lycée de Playa del Rey quelques mois plus tôt. Si ces informations sont exactes, chez quelqu'un avec un passé aussi troublé que celui d'Anissa, fumer de la marijuana régulièrement peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Et de plus, ça affecte la capacité à affronter l'adversité. Maintenant qu'elle a interrompu sa carrière, l'adolescente de 13 ans n'a plus aucune source de revenus. Sa mère se met à boire. John Jones réapparaît alors en demandant la garde de sa fille. En avril 1973, la justice lui donne gain de cause. Lorsqu'elle a emménagé chez son père, au bout de 6 ou 7 ans, elle était enfin heureuse. Mais son bonheur dure moins d'1 an. En mars 1974, une semaine avant son 16e anniversaire, c'est le drame. John décède brusquement d'une maladie cardiaque. Il avait 44 ans. Anissa était complètement anéantie. Elle ne savait plus où aller. Déterminée à ne pas retourner chez sa mère, elle s'installe chez une amie. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle est à l'appartement, ses rapports avec sa mère n'étaient déjà pas bons. Ils vont bientôt toucher le fond. Paola a appelé la police. Il leur a dit que sa fille avait fait une fugue.
Anissa est arrêtée et passe plusieurs mois dans un centre de détention pour mineurs. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et enterré définitivement toute relation entre Paola et Anissa. Après avoir joué dans une des séries les plus célèbres de tous les temps, cette gamine se retrouve dans un centre de détention pour mineurs à cause de sa mère. Elle a dû avoir un sentiment de trahison incroyable. L'adolescente est obligée de retourner vivre chez sa mère, mais dès le lendemain de son 18e anniversaire, elle prend un appartement avec son frère sur la plage. Elle commençait à se sentir heureuse, mais c'était en grande partie grâce à la drogue. Soirée du 27 août 1976, Playa del Rey, Californie. 12 heures avant sa mort. Anissa a organisé une fête chez elle. L'un de ses invités se souvient d'avoir trouvé l'atmosphère un peu bizarre. La jeune fille n'est pas particulièrement accueillante. Elle s'enferme dans sa chambre avec des inconnus. Le rapport d'autopsie révèle qu'elle était en train de se droguer. Les analyses toxicologiques montrent également la présence dans son organisme de phéncyclidine, qu'on appelle aussi PCP. La phéncyclidine a été commercialisée dans les années 1950 comme anesthésique, mais on s'est rendu compte qu'elle avait un effet psychotrope hallucinogène. C'est pour cette raison que c'est devenu une drogue récréative très populaire. La PCP inhibe les récepteurs NDMA dans le cerveau. Et comme la marijuana, on s'est aperçu qu'elle avait un effet néfaste sur l'humeur. La mort soudaine de son père et la détérioration des relations avec sa mère ont sans doute plongé Anissa dans une grande fragilité psychologique. Je crois qu'elle était déprimée parce qu'elle ne savait pas où elle allait et que personne ne l'aidait à trouver un sens à sa vie. Le fait d'être confrontée au deuil et à la trahison influait certainement sur son état d'esprit et ses relations. Imaginez comme il devait être difficile pour elle de faire confiance aux autres. Elle avait probablement le sentiment qu'elle ne pouvait se fier à personne. L'existence d'Anissa était déjà compliquée. Alors ces problèmes ont-ils été amplifiés par les effets de la marijuana et de la PCP le soir de sa mort? Dans ce cas, peut-être s'est-elle sentie si désespérée qu'elle a volontairement pris une surdose. En tant qu'anesthésique, la phéncyclidine peut être très dangereuse quand on l'associe à d'autres dépresseurs tels que la méthaqualone, le sédatif présent dans ces analyses. Absorbé en quantité suffisante, ce mélange provoque un ralentissement de la fréquence respiratoire, le coma et la mort. Des traces de PCP ont été trouvées dans son organisme, dont 2 microgrammes 28 par gramme dans le foie. C'est une dose déjà conséquente. Mais malgré tout, je ne suis pas convaincu que ça puisse suffire à expliquer sa mort. Je ne la sentais pas déprimée, mais plutôt très désemparée et un peu incertaine au sujet de l'avenir. Elle avait enfin la liberté et les moyens financiers de recommencer sa vie et de découvrir qui elle était. À 9h30, le matin du 27 août 1976, Anissa quitte son appartement. C'est le début d'un voyage dont elle ne reviendra jamais. Alors qu'est-ce qui a pu provoquer sa mort? Jusqu'à présent, j'ai découvert que le soir de sa mort, Anissa, une jeune fille par ailleurs en bonne santé, avait mélangé plusieurs sédatifs. De la méthaqualone, sous forme de Quaalude, et de la phéncyclidine, ou PCP, un cocktail dangereux certes, mais qui ne l'a pas tué. 23h30, 27 août 1976, Oceanside, Californie. 12 heures avant sa mort. À 2 heures de route de la banlieue de Los Angeles, Anissa arrive chez sa nouvelle amie, Helen Hennessy.
Elle est accompagnée de Carla Machado, William Statlander et de Butch Coven, son petit ami. Les jeunes gens sont là pour faire la fête et Anissa a proposé à son ami Chris Caiphas de se joindre à eux. Hélène a dit qu'elle avait essayé de m'appeler. Anissa me cherchait partout. Elle voulait que je passe la soirée avec eux. Malheureusement, je n'ai pas pu être avec eux ce soir-là. La suite des événements n'est connue que des gens présents. William Statlander et Carla Machado ont dit à la police qu'ils s'étaient couchés peu de temps après être arrivés. Aux alentours de minuit, Anissa et son petit ami vont dans la salle de bain. Butch veut se faire un fixe. Une overdose est un risque souvent mortel chez les usagers de drogues injectables. Et à l'époque, la plupart des surdosages étaient dus à l'héroïne. Je vois qu'ils ont fait des examens pour déceler la présence de morphine. La morphine est un opiacé et c'est le composant principal de l'héroïne. Des échantillons du sang et de la bile d'Anissa ont été analysés, mais ils ne contenaient aucune trace de morphine. Butch Coven dit alors aux enquêteurs qu'il ne s'est pas injecté de l'héroïne, mais de la cocaïne. Le rapport d'autopsie nous révèle ce qu'a fait sa compagne. L'analyse toxicologique réalisée à partir d'un prélèvement nasal a montré qu'elle avait sniffé de la cocaïne le soir de sa mort. Après le drame, un quotidien national a interviewé des amis d'Anissa. L'un d'entre eux a affirmé que la cocaïne était sa drogue de prédilection. La cocaïne est un stimulant dangereux, car les effets euphorisants de la drogue s'estompent rapidement. Et le consommateur a envie d'en reprendre toujours plus. Avait-elle consommé trop de cocaïne la nuit de sa mort? Le surdosage de cocaïne peut entraîner un collapsus cardiovasculaire et des dommages cérébraux. Si des vaisseaux se contractent dans le cerveau, on fait un AVC. Et si ce sont des artères coronaires, on fait une crise cardiaque. Sa consommation de drogue tenait plus de l'expérimentation. Je ne la considérais pas comme une toxicomane, mais plutôt comme quelqu'un qui découvrait de nouvelles sensations. Ça n'avait pas l'air trop inquiétant. Mais quand je lis la description de son cœur et de son cerveau dans le rapport d'autopsie, je ne vois aucune trace d'insuffisance coronarienne ni d'accident cardiovasculaire. Et les analyses toxicologiques indiquent 4 microgrammes 7 par gramme dans le foie et 30 picogrammes par gramme dans l'estomac. Un tel dosage n'aurait tout simplement pas suffi à la tuer. Sauf qu'avec un mélange de cocaïne et d'alcool, on peut avoir un surdosage mortel même si la concentration est sensiblement inférieure à celle qu'on constate en cas de surdosage de cocaïne seule. C'est parce que le foie produit une substance très toxique, le cocaéthylène, quand il est en présence des deux substances. Il a été prouvé que le cocaéthylène pouvait entraîner des décès soudains. Et ce risque est légèrement accru lorsque cocaïne et alcool sont associés. Les amis d'Anissa révèlent à la presse que ses boissons préférées étaient la vodka et la tequila. Des analyses de sang ont été faites pour mesurer son taux d'alcoolémie. Mais il n'y avait aucune trace d'alcool dans son organisme. Minuit et demi. Dans son témoignage, Butch Coven raconte qu'Anissa et lui sont allés dans une des chambres où ils ont encore fumé de la marijuana et de la PCP. « 3 heures du matin, Anissa entre dans la chambre d'Hélène Hennessy. Prenant la main de son amie dans la sienne, elle fait un vœu.
Pour autant qu'on sache, ce sont ses derniers mots. Quelques minutes plus tard, elle ressort de la chambre. Hélène dira ensuite à la police, Anissa tenait à peine debout. « 9h30 du matin, 28 août 1976. 2 heures avant que le décès soit constaté. Carla Machado et Hélène Hennessy veulent sortir. Elles ont besoin des clés de la voiture d'Anissa. Butch Coven a du mal à se réveiller. D'après le rapport du médecin légiste, Carla Machado a conduit Hélène Hennessy dans un restaurant voisin. Ensuite, elle est rentrée à l'appartement en promettant à Hélène de revenir la chercher une demi-heure plus tard. Pendant ce temps, le petit ami d'Anissa, Butch Coven, est allé prendre son petit déjeuner avec William Stadlander. 11h30, Anissa n'a toujours pas émergé. Après avoir pris une douche, Carla Machado vient la réveiller. Face à l'absence de réaction de son amie, elle commence à s'inquiéter. Anissa ne respire plus. Affolée, la jeune fille court chercher de l'aide. Hélène Hennessy rentre chez elle et téléphone à Chris Caiffes. Hélène me dit qu'elle croit qu'Anissa est morte. Tous les autres sont partis. Elle est terrifiée. Elle ne sait pas qui appeler. Elle a besoin d'aide. Quand je suis arrivé à l'appartement, j'ai pas pu me résoudre à entrer dans la pièce pour aller voir Anissa. C'était trop dur. J'étais totalement bouleversé. Mais quand je l'ai vue là, toute nue, j'ai senti qu'il fallait au moins la couvrir, par respect. À 12h29, Hélène Hennessy appelle enfin les urgences. We need an ambulance. I think it was an overdose. Hennessy? Okay. À 12h34, les urgentistes arrivent. Ils prennent note de la rigidité cadavérique, mais ils tentent malgré tout de la ranimer. Sans succès. Le légiste établit l'heure de la mort à 11h30 du matin. J'étais chez moi et le téléphone a sonné. J'étais anéantie à l'idée de cette merveilleuse petite lumière éteinte prématurément. Aujourd'hui encore, j'ai le sentiment que j'aurais dû être là pour elle. Une autopsie est pratiquée, mais les conclusions sont peu probantes. Le légiste attend le résultat des analyses toxicologiques 2 semaines plus tard pour rendre son verdict. D'après les journalistes, le légiste du comté de San Diego aurait décrit sa mort comme, je cite, « un des pires surdosages de drogue jamais vus ». Mais le docteur Hunter n'a encore rien trouvé pour étayer une telle affirmation. Pour l'instant, le rapport d'autopsie indique la présence de cocaïne dans son organisme, ainsi que de méthaqualone et de phencyclidine, 2 médicaments listés qui font souvent l'objet d'un usage récréatif. Quand on mélange ces différentes substances, on obtient un cocktail détonnant, mais pas mortel, d'après le docteur Hunter.
Les analyses toxicologiques révèlent aussi qu'Anissa avait pris un autre médicament la nuit de sa mort, du sécobarbital. Commercialisé sous le nom de Seconal, le sécobarbital est un barbiturique généralement prescrit contre l'insomnie ou encore contre les troubles alimentaires tels que l'anorexie. Il est fréquemment associé à des surdosages. Or, il y a une forte concentration du produit dans son sang, 17 microgrammes 8 par millilitre. Dans les cas de surdosage, il est toujours prudent d'envisager le suicide. Encore traumatisée par la mort tragique de son père et la trahison de sa mère, Anissa avait-elle décidé de mettre fin à ses jours? Je ne crois pas à la théorie du suicide, parce qu'elle n'a pas laissé de lettres. Je pense que si Anissa avait vraiment voulu se suicider, elle aurait laissé une très longue lettre dans laquelle elle aurait expliqué pourquoi elle ne voulait plus vivre. Quand je soupçonne un suicide, je cherche un amas de médicaments dans le contenu gastrique. Ça montre que la personne a ingéré une grande quantité de médicaments d'un seul coup. Mais là, je vois qu'il n'y avait que 9 mg de Seconal dans son estomac. Ça ne représente même pas un cachet entier. Donc, je peux éliminer la thèse du suicide. Dans ce cas, comment expliquer une telle concentration de barbiturique dans son organisme? Pendant 40 ans, toutes sortes de spéculations ont entouré un petit flacon en plastique contenant un liquide bleu. Sur le rapport de police, il y a une note manuscrite. Liquide bleu reste un mystère. Mais le Dr Hunter va enfin résoudre ce mystère. À l'époque, dans les années 1970, beaucoup de gens faisaient fondre le médicament dans du Kool-Aid pour en cacher l'amertume. S'il était bleu, ça devait être du jus de raisin avec du Seconal dissous à l'intérieur. D'après la police, elle avait sans doute ingéré une partie du liquide avant de mourir. Quand on boit la drogue sous forme liquide, on l'absorbe plus rapidement que sous forme de cachet. De plus, si le médicament était dissous dans du liquide, Anissa n'avait peut-être pas conscience de la quantité ingérée. Le légiste a maintenant suffisamment d'informations pour expliquer la mort d'Anissa. Dans son témoignage, Butch Coven a dit qu'Anissa et lui avaient pris du sécobarbital vers 1 h du matin. Il est évident que les différentes drogues qu'elle avait déjà consommées altéraient son jugement. Elle n'était pas en état de réfléchir clairement. Le sécobarbital inhibe le système nerveux central en ralentissant la respiration. C'est une drogue très forte qu'il ne faut surtout pas associer à d'autres substances agissant sur le système nerveux. Mais Anissa avait déjà 2 autres dépresseurs dans l'organisme. Un sédatif, la méthaqualone, et un anesthésique, le phencyclidine. Lorsqu'elle réveille Helen Hennessy à 3 h du matin, les signes avant-coureurs sont évidents. Les troubles de l'élocution et le bégaiement sont révélateurs de l'inhibition du système central. À ce stade, le médicament devait déjà altérer son état de conscience et ralentir sa respiration. Si elle parvenait encore à parler, c'était sans doute dû à l'effet stimulant de la cocaïne qu'elle avait également consommée. Dans les heures qui suivent, à cause de l'association des différents médicaments, la respiration d'Anissa devient de plus en plus faible, jusqu'à s'arrêter complètement. Au bout d'1 minute ou 2, son cœur cesse de battre et le sang ne circule plus. À ce moment-là, elle meurt. Il est clair qu'elle avait mélangé plusieurs drogues. Mais d'après moi, sans le sécobarbital, elle aurait survécu. Anissa ne souffrait d'aucune pathologie nécessitant l'usage de barbiturique. Le rapport d'enquête nous révèle comment elle avait obtenu ce médicament vendu uniquement sur ordonnance. On a retrouvé sur le sol une enveloppe avec l'ordonnance et 50 gélules de 100 mg de Seconal. Sur l'enveloppe, on pouvait lire « Dr Don Moschus » et plus bas « Médecin de famille ». Butch Coven a avoué qu'il avait accompagné Anissa chez ce médecin réputé pour vendre des médicaments la veille de sa mort.
La police a découvert que les 50 gélules de Seconal avaient coûté $15 à l'adolescente. Ce sédatif était fréquemment utilisé pour adoucir la descente des autres drogues. Je ne crois pas que l'idée d'acheter du Seconal soit venue d'elle. À mon avis, les autres ont insisté pour qu'elle le fasse. Et comme c'était la seule avec de l'argent et une voiture, elle s'est laissée convaincre d'aller en chercher. 6 jours après la mort d'Anissa, le docteur Carlos Mochos est inculpé d'homicide involontaire pour avoir prescrit des médicaments listés sans examen médical. Mais 4 mois plus tard, il décède à son tour. En 1979, la mère et le frère d'Anissa attaquent les ayants droit du docteur Mochos en justice. Le juge décide qu'il est responsable à 30% de la mort de l'adolescente et accorde près de $80 000 de dommages et intérêts à la famille. Au bout du compte, c'était juste un accident tragique et prévisible. La célébrité avait empêché Anissa d'avoir une enfance normale. Et elle souhaitait ardemment s'intégrer. Hélas, elle a choisi un groupe d'amis liés par leur goût pour la drogue. Anissa avait énormément d'amour à donner et elle avait très envie de le partager. Elle voulait qu'on l'aime pour elle-même, pas pour les rôles qu'elle avait joués, ni pour les biens matériels qu'elle possédait. Elle voulait être aimée juste pour elle. Potato.